J'appelle tous les Français, quels qu'ils soient, où qu'ils soient. Non, rien, j'aime pas les journalistes, j'aime pas répondre aux questions. Ça me gonfle, ok ? J'ai été très choqué, je le répète. D'un coup, vous dérapez dans la fureur. Je vous demande de vous arrêter. Je souhaite que chacun se reprenne. Bienvenue dans Du Biscuit, le podcast consacré à l'éducation, aux médias et à l'information. Une fois n'est pas coutume, ce tout premier numéro prendra la forme d'une émission spéciale, avec un gros plan sur les répercussions du coronavirus dans le monde des médias et du journalisme. Le chantier est, comme la majorité des rédactions en France, confronté à une situation totalement inédite. Alors, nous avons réalisé ce podcast dans des conditions particulières chez nous. Je m'appelle Rémi Monteillet et pour nous aider à mieux comprendre comment les médias réagissent à cette crise, je suis accompagné par Martin Pierre. Bonjour Martin. Salut Rémi. Depuis plusieurs semaines, on ne peut évidemment pas passer à côté des sujets consacrés au coronavirus dans les médias. Et on va tenter de voir ce que la crise sanitaire historique que nous vivons change dans les médias, y compris dans l'univers du podcast. On verra ça notamment avec Thomas Rozek de Binge Audio, qui sera notre invité. Du biscuit pour mieux capter l'info. Ce qui est très intéressant à voir, c'est que la loi de proximité. Cette loi de proximité qui explique que l'on préfère évoquer dans les médias ce qui nous touche, ce qui est géographiquement plus proche de nous. On parle beaucoup plus de ce qui se passe dans notre rue, dans notre pays, sur notre continent qu'à l'autre bout du monde. Eh bien, ici, avec ce coronavirus, on a vu l'évolution de cette loi de proximité. D'abord parce que en Chine, c'est très loin des rédactions françaises. On va évoquer une nouvelle maladie, un virus inconnu au mois de décembre. Et le temps d'antenne ou la taille des articles en ce mois de décembre est très modeste. Et puis, plus la menace se rapproche, plus la menace grandit à la fois en nombre de malades, en nombre de morts, et plus elle se rapproche géographiquement de nous, et plus on va en parler. Une fois le virus sorti de Chine, on évoque un peu les pays d'Asie, et puis c'est surtout une fois que le virus est arrivé en Italie que l'on commence à avoir des temps d'antenne qui sont de plus en plus importants et les experts en santé et en médecine qui vont remplacer nos habituels experts en politique, par exemple. On assiste au même phénomène avec les premiers cas en France, puis le premier décès. Exactement, tout le monde va se souvenir que le premier mort est un enseignant de l'Oise de 60 ans, mais lorsque les morts se compteront par centaines, puis peut-être par milliers, ils deviendront anonymes. On arrêtera d'envoyer des journalistes faire des reportages et des papiers depuis l'Oise, depuis les domiciles des victimes, à la recherche de ce patient zéro, car l'épidémie s'accélérant, les journalistes comme les professionnels de santé sont tout simplement débordés par le nombre d'infos. Il y a aussi d'autres facteurs qui font évoluer la manière dont les journalistes travaillent. C'est la sécurité et la protection des professionnels de l'information. Oui, car si dans un premier temps, l'exemple du correspondant permanent de France Télévisions en Chine est absolument remarquable et il se pourrait qu'il soit récompensé pour cela, Arnaud Miguet étant le seul journaliste avec son JRI Gaël Caron. JRI, c'est journaliste reporter d'image, c'est celui qui va le filmer. Ce sont les deux seuls journalistes présents dans l'épicentre du virus, à Wuhan, en Chine. Et bien vite, les autres journalistes vont se retrouver en Italie, en Espagne ou en France dans les mêmes conditions de travail, avec masque, avec distanciation sociale. Ce sont des scènes à peine croyables. Imaginez cette ville de 11 millions d'habitants qui, en plein milieu de la semaine, devrait être grouillante. Nous sommes en plein milieu du quartier d'affaires de Wuhan. Là, il n'y a personne. On peut marcher sur la rue tranquillement. On ne sera pas dérangé ni par une voiture, ni par les gens, car les gens ne sortent plus. Ils sont confinés dans ces immeubles. Ils restent chez eux. Il n'y a pas une boutique ouverte. On croise quelques personnes cependant qui viennent se ravitailler, acheter des produits de première nécessité. Mais les gens restent à distance car tout le monde est méfiant par rapport aux autres. On ne sait jamais, quelqu'un peut porter le virus. Alors nous prenons des précautions. Nous avons un masque, on se lave les mains régulièrement. On ne sort que quelques heures dans la journée, pas beaucoup plus. Il y a des lieux sensibles dans lesquels nous n'allons pas, comme les hôpitaux. Il faut surtout les éviter. Mais cette ville est complètement à l'arrêt. Elle a été mise sous cloche le 23 janvier et il semble que ça continue et que ça risquerait de continuer encore pour longtemps. Arnaud Miguet de France Télévisions est devenu en quelques semaines un des visages, même s'il portait un masque, de la profession de journaliste, en première ligne et plutôt courageux. Et il a contribué à son corps défendant à la prise de conscience des grandes questions qui se posent concernant cette pandémie.
Oui, on peut se poser des questions, comment se protéger, comment les pigistes, alors les pigistes ce sont des journalistes qui ont des contrats très courts, parfois avec plusieurs médias, qui vont proposer des piges, des contrats et qui vont se retrouver très vite dans des difficultés pour travailler parce qu'il n'y a aucune visibilité économique. Les journalistes ont certains manqué de masques, les journalistes n'ont pas toujours reçu des consignes très claires, les journalistes sont des populations exposées. Lorsqu'on voit le travail formidable d'envoyés spéciaux en Italie, dans des morgues, à l'hôpital ou chez des malades, il faut bien comprendre qu'à l'image des reporters qui nous racontent la guerre en Syrie, en Irak, eh bien, les journalistes qui nous racontent la maladie, le virus en Italie, en Espagne, prennent des risques. Certains ont peut-être été exposés inutilement à des risques de contamination, tout simplement par manque d'informations ou malheureusement aussi pour courir après le scoop. Dès la première semaine de confinement, la télévision a tiré son épingle du jeu. Des pics d'audience records ont été enregistrés, notamment lors des interventions du président de la République ou du ministre de la Santé. L'allocution d'Emmanuel Macron le 12 mars a rassemblé près de 25 millions de personnes. Les JT des grandes chaînes ont retrouvé des audiences records, notamment TF1, France 2 ou encore Quotidien sur TMC. Les chaînes d'infos, elles aussi, sont massivement regardées en cette période de crise. Mais les bouleversements sur le monde des médias ne concernent pas que les chiffres d'audience. Ils concernent aussi les contenus. Les grilles de programmes sont bouleversées, des émissions spéciales sont créées, la configuration même des plateaux ou des studios est repensée. Oui, tout le monde s'adapte. Des services entiers de journalistes sont repositionnés, certains sont mis au chômage partiel, les services des sports ne peuvent plus travailler, il n'y a aucun événement sportif qui se déroule, les services de hippisme, dans la culture également, tout cela ce sont des services qui vont soit être repositionnés, soit mis au chômage partiel, et puis il y a des journalistes qui sont simplement tombés malades, d'autres qui doivent garder leurs enfants, bref. Radio France, à ce moment-là, par exemple, va activer pour la première fois de son histoire son plan de continuité d'activité. En gros, c'est la manière dont toutes les radios publiques, France Info, France Inter, France Culture, Move, etc., vont mutualiser leurs forces, faire travailler des journalistes en commun, des journalistes de différentes radios, mais qui vont créer un même journal et qui vont proposer de l'info, la meilleure info possible, avec des tranches qui seront complètement changées et ils vont comme ça économiser aussi leurs forces qui sont leurs forces et les compétences des journalistes. Il y aura des émissions qui vont disparaître de la grille, on n'a pas le temps de les préparer, on n'a pas les invités, et puis les sujets ne sont pas prêts, et d'autres qui seront actualisées. On a de nouvelles émissions qui sont créées, qui sont renforcées, comme des émissions de libre antenne par exemple, avec l'exemple sur France Inter du téléphone sonne qui va voir l'horaire de cette émission doublé puisque ça permet aux auditeurs d'appeler des experts, de répondre à des questions et en ce moment on a beaucoup de questions. Et d'ailleurs les experts ont complètement changé. Oui, les experts ont complètement changé car on ne parle plus vraiment de politique. Pendant longtemps, on a eu des éditorialistes politiques, des experts qui nous parlent des différentes forces politiques, de ce qui se passe. Mais là, sauf pendant l'éphémère week-end des élections municipales, et d'ailleurs on a bien vu à ce moment-là que personne n'avait vraiment en tête la politique, tout le monde, les invités, mais aussi les journalistes, pensaient au virus. C'était quelque chose qui était en train d'arriver sur l'Europe, donc on avait vraiment la tête ailleurs. Pour en revenir aux experts, on va découvrir les spécialistes de santé et médecine des chaînes, des nouveaux interlocuteurs qui vont essayer de vulgariser, mais pendant très longtemps, ces spécialistes santé, médecine étaient réduits à la portion congrue. Aujourd'hui, ce sont elles et eux qui se retrouvent en première ligne pour essayer d'expliquer, mais il faut vraiment dire que le journalisme scientifique en France est quand même un parent pauvre de la profession. Il n'y a qu'une formation spécialisée. Encore, elle ne concerne que très peu de journalistes à l'ESJ Lille. Alors, il y a une presse spécialisée en médecine, comme le Quotidien du médecin, la presse médicale ou Impact Médecine, mais ça, ce sont des titres qui sont réservés aux médecins, mais souvent dans les chaînes, dans les radios, à la télévision, il y a un ou deux spécialistes. Alors, on ne sait pas toujours s'ils sont médecins avant d'être journalistes, journalistes avant d'être médecins, s'ils sont experts, s'ils sont animateurs. On peut évoquer pêle-mêle les figures de Michel Simès, Marina Carrère-Dancos, Gérard Kierzek ou Daniel Messager pour Radio France. Face à la crise, certains sites mettent déjà une partie plus importante de leur contenu en accès libre, sans vraiment d'ailleurs savoir comment monétiser cette audience. Et c'est vraiment l'occasion pour la presse, notamment régionale, de changer le rapport qu'elle entretient avec ses lecteurs. Pour Jean-Marie Charon, sociologue et spécialiste des médias, la presse écrite va être contrainte d'accélérer de manière générale sa bascule vers le numérique.
C'est effectivement ce que les rédactions jouent. Et je pense qu'il y a aussi une fonction très importante qu'elles vont être amenées d'ailleurs à jouer. C'est toute la dimension être le référent, être le lieu où on va trouver des informations vérifiées, exactes, mises en perspective, notamment par rapport à la multiplicité des rumeurs, des approximations, voire des contre-vérités qui peuvent circuler à l'égard à la fois du virus, des manières de s'en prémunir, et puis on le voit bien ces jours-ci, par exemple à propos d'un traitement qui est développé par un professeur de Marseille, toute une polémique, tout un débat sur l'efficacité ou non de ce traitement, et donc le public évidemment qui est très très en attente qu'il y ait des réponses autres que simplement le confinement pour traiter l'épidémie. Eh bien, il faut pouvoir répondre à ces questions-là. C'est ce qu'on a regroupé souvent sous la notion de fact-checking, vérification des faits. Et ça, c'est une fonction qui, jusqu'à présent, a pas toujours été beaucoup développé en presse régionale, même si de plus en plus, par rapport notamment au développement du rôle des réseaux sociaux et qui concerne de plus en plus les publics les plus jeunes comme moyen d'information. Il faut se souvenir que on est une étude qui a été faite par Médiamétrie il y a maintenant 2 ans, je pense, déjà mettait en évidence que pratiquement 70% des 18-24 ans déclaraient s'informer par les réseaux sociaux. On retrouve d'ailleurs des chiffres un peu moins importants, mais quand même assez significatifs dans le baromètre traditionnel que fait la Croix sur la confiance des Français dans leurs médias, où là aussi on a vu très nettement que les réseaux sociaux étaient le mode d'information principal. Et en même temps, ce public jeune reconnaît, identifie bien que les réseaux sociaux sont des lieux où l'information comporte énormément d'erreurs, d'invraisemblances, voire de malveillance. Et donc, dans ce climat-là, déjà la presse régionale et les médias en général, mais la presse écrite notamment et la presse régionale, sentaient bien qu'il y avait un enjeu pour eux, d'être le lieu où on allait trouver des contenus, des données, des informations qui ont été travaillées par des journalistes professionnels et avec cette fonction de vérification. Et là, je pense que c'est une des dimensions effectivement qu'il va falloir, que les régionaux notamment vont développer dans cette crise. Sur un plan économique, la crise du coronavirus a des répercussions très fortes et très immédiates. Sur la presse écrite, il y a de nombreux points de vente, les kiosques, mais aussi les commerces de proximité qui sont fermés. La Poste qui va réduire ses tournées, ça c'est pour les abonnés aux journaux. Et puis si on ajoute à cela le dépôt de bilan à venir de Prestalis, Prestalis c'est l'entreprise qui distribue 75% de la presse en France. Si on ajoute ça, un prix du papier qui est très très élevé en ce moment et un marché de la publicité qui s'est effondré littéralement. Oui, tout simplement, il n'y a plus d'événements culturels, ils ne peuvent plus acheter de la publicité. Les entreprises ont fermé, elles ne vont pas vanter leur mérite en achetant de la publicité, donc on a des régies pubs qui sont obligées de fermer, comme par exemple à Paris-Normandie, et ça va avoir des répercussions très très fortes sur le modèle économique de la presse et de nombreux titres de presse ne devraient pas se relever malheureusement de cette profonde crise. Mais d'un point de vue plus éditorial, on voit que cette crise a également un impact sur les contenus, ce qui pourrait faire changer la relation entre les lecteurs et la presse écrite qui se met peu à peu au journalisme de solution. Martin, peux-tu nous expliquer ce qu'est le journalisme de solution ? Alors, il s'agit de partir d'un problème constaté par les journalistes ou directement par les lecteurs. On fait appel à une communauté et on essaye ensuite de trouver des solutions pour faire bouger les lignes, pour finir par trouver une solution au problème donné. Alors, ce n'est pas né de la crise. Pour certains, ça s'appelle tout simplement du journalisme engagé. On va essayer de résoudre des problèmes. Mais pour d'autres, ce sont des choix forts, comme le quotidien Nice Matin, dès 2016, qui a engagé des effectifs de sa rédaction pour proposer un titre qui s'appelle Solution, un titre qui est proposé simplement aux abonnés de Nice Matin. Ce sont les journalistes du titre qui se sont
engagés eux-mêmes dans ce mouvement pour parler de ce qui marche. Alors ici, on va évoquer le travail des associations, de bénévoles, ce qu'on appelle dans un langage un peu pompeux parfois les belles personnes, mais les sujets vont parler de solitude, de chômage, de harcèlement scolaire, des quartiers sensibles, des migrants. On parle également pas mal de questions d'environnement, la biodiversité, le climat, le gaspillage alimentaire, la pollution plastique, un certain nombre de sujets qui touchent tout le monde et sur lesquels très concrètement on peut trouver des solutions. Sans vouloir être trop critique, c'est très bien que la presse dominante ou qu'une bonne partie de la PQR découvre cette presse de solutions, ce journalisme de solutions, mais il faut rappeler que bien souvent ça fait très très longtemps que c'est déjà mis en avant par des médias alternatifs, des médias indépendants et des médias qui sont malheureusement trop confidentiels. Alors on peut que se réjouir de ce mouvement beaucoup plus large maintenant du journalisme de solutions. Dans beaucoup de rédactions avec lesquelles je discute, on dit oui, mais est-ce que vraiment le public attend ça, ou est-ce que c'est pas simplement une petite frange du public très engagée, très associative, etc., qui s'emballe un peu là-dessus, alors que le gros du public n'est peut-être pas tellement... Et là, on voit bien, et la crise y pousse, on a besoin, chacun d'entre nous, on n'a pas simplement besoin de nous dire il y a le coronavirus, mais on a besoin de nous dire qu'est-ce qu'il faut faire, comment je peux régler tel problème, comment je peux aider mes enfants, les accompagner dans leur scolarité à la maison, comment je peux donner des moments de détente, etc. Donc je pense que la plupart vont avancer beaucoup plus vite dans ce journalisme de solution et dans les recherches de visualisation, etc. Il est probable qu'on va aller plus vite et que ceux qui étaient un peu hésitants, ronchons, craignant que les choses ne soient pas aussi simples que les plus innovants tentaient de le suggérer, eh bien que ça nous conduise à aller plus vite, quoi. Jean-Marie Charon, sociologue des médias dans Du Biscuit. Les rédactions, elles aussi, ont dû s'adapter afin de continuer leur mission d'information du public. Confinement ne veut pas forcément dire tout arrêter. De nombreux médias ont fait le choix de maintenir ce lien si important avec le public. Thomas Rozek, rédacteur en chef et animateur du podcast Programme B, produit par Binge Audio, nous explique comment il continue à s'adresser à ses auditeurs en cette période si particulière. Alors en fait, l'enjeu, dès le début, dès le week-end qui a précédé la mise en place du confinement, donc autour du 15 mars, on a beaucoup échangé entre nous pour se dire voilà, justement comment est-ce qu'on allait adapter notre offre et notre ligne éditoriale, sachant que comme nous on fait notamment une quotidienne, on s'est dit que ce serait pas possible, ce serait pas intelligent et ce serait même pas logique de maintenir, parce qu'on avait des émissions d'avance, on avait une programmation de prévue et tout ça. On s'est dit on va pas maintenir notre prog classique alors qu'on est en train de tous vivre un événement historique et qu'on va avoir à la fois besoin les uns des autres, mais aussi besoin de témoigner de ça, besoin de raconter ce qu'on vit. Donc on s'est tout de suite dit, bon, allons-y, sans faire non plus un journal du confinement ou je ne sais quoi, trouvons des angles, faisons ce qu'on sait faire en fait, c'est-à-dire prendre un fait d'actu et de trouver dedans des angles, des histoires à raconter, des choses à dire. C'est imposé vraiment en quelques heures de discussion, on s'est dit voilà, on va faire comme ça, on va bricoler ces émissions comme on pourra. On s'était organisé pour partir les uns les autres avec du matériel. Moi, je suis parti avec un kit de reportage qui me permet aussi d'enregistrer des phoneurs, donc de m'interviewer par téléphone assez facilement. Nos réalisateurs sont partis les uns les autres avec du matériel. On a plusieurs journalistes qui travaillent régulièrement avec nous qui sont aussi partis avec du matériel. Et puis, on s'est dit tout simplement, même si on n'a pas de matos, celles et ceux qui n'auront pas d'enregistreur de Zoom, un truc comme ça pour monter chez eux, on va faire la débrouille, puisque c'est une période exceptionnelle, ils peuvent aussi s'enregistrer avec ce qu'ils ont sous la main, c'est-à-dire notamment l'appli dictaphone du téléphone, quoi. C'est très très bêtement, comme de plus en plus il y a cette mode de s'envoyer des notes vocales en plus chez les gens qui sont un peu plus jeunes que nous, qui ont plutôt une vingtaine d'années qu'une trentaine, ça correspondait assez bien en plus à des manières de faire qui sont dans les pratiques, dans les usages de notre public à nous, qui est plutôt 18-35 ans, qui est plutôt l'âge des gens qui nous écoutent. C'est une période où pas mal de gens vont se retrouver isolés, vont se retrouver tout seuls, vont se retrouver
coupés de leurs activités, de leurs habitudes sociales en général, et que, mine de rien, à notre petite échelle, très modestement, évidemment, on pouvait aussi servir à maintenir du lien. C'est-à-dire, comme nous, on a une communauté d'auditeurs et d'auditrices qui sont très engagés dans les programmes, qui nous font beaucoup de retours, qui nous écrivent beaucoup, qui témoignent beaucoup, qui sont impliqués vraiment dans leur, qui ont une écoute active du programme, pas du tout passive. On s'est dit, tiens, comme c'est une expérience pour le coup, c'est pas tous les jours qu'on a une expérience communément partagée à l'échelle de tout un pays, voire quasiment d'un tiers de la planète. Partageons-la justement. Donc on a lancé tout de suite aussi beaucoup d'appels à témoignages que des gens nous envoient, pareil, soit des textes écrits qu'on met en audio, soit des notes vocales aussi que les gens s'enregistrent chacun chez eux comme ils peuvent et nous envoient ça. Et on a commencé à en recevoir vraiment beaucoup. Et comme on avait déterminé des angles dès le début, on avait dit on a envie de parler du quotidien, on a envie de parler de la nourriture, des enfants, de l'école, de l'information aussi, de comment est-ce qu'on s'informe et comment est-ce qu'on informe. Donc on a aussi lancé des filets du côté de nos collègues journalistes pour qu'ils témoignent de leur manière de bosser dans les différentes rédactions et tout ça. Donc comme on avait tout de suite mis au point des angles, on a pu assez vite récolter beaucoup de matière pour fabriquer des épisodes. Une démarche qui sert également à garder le contact avec les autres membres de la rédaction, même s'il est impossible pour le moment de se projeter dans le futur et qu'il est trop tôt pour tirer des conclusions sur cette expérience inédite que nous vivons. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura un après-coronavirus. Pour Thomas Rozek, il sera important de conserver ce lien qui se sera développé tout au long de cette crise du Covid-19. C'est vrai que pour nous, c'est assez difficile de ne pas pouvoir bosser les uns avec les autres, parce qu'on est habitués à être très souvent ensemble et très engagés, très impliqués tous dans notre boulot. Donc, ça nous permet aussi d'avoir, en ayant ce programme central qu'on peut maintenir en vie dans nos activités, on peut y faire collaborer toute l'équipe, toute la boîte. Et c'est à la fois bien pour nous, pour nos auditeurs, et puis pour traverser cette période, on va dire, le plus doucement possible, en tout cas la manière la moins violente possible. Nous, la manière qu'on avait de bosser jusqu'ici, c'était ça restait une manière assez ouverte, mais ouverte au sein de la boîte. C'est-à-dire qu'on avait en gros un mode de décision et de détermination de la ligne éditoriale. Là, je parle vraiment de Programme B en particulier, qui était assez horizontale, mais avec une prise de décision qui nous appartient, et notamment qui m'appartient à moi, parce que je suis en charge du programme. Mais avec un mode de fabrication qui est assez récurrent, avec un invité, deux invités, des experts pour répondre à une question très précise liée à l'actualité, en gros, pour la faire courte. Même s'il y a des formes un peu différentes qui peuvent exister, du reportage, juste comme ça. Mais ça restait quand même le vaisseau amiral. Là, c'est un peu différent dans le sens où, comme on est dans une période d'incertitude, de toute façon, les émissions se construisent de manière différente, même dans la manière dont on échange les uns avec les autres. On les fabrique plus par petits blocs, en fonction de ce qu'on reçoit, de ce qu'on a en magasin, des retours qu'on a eus, des idées qu'on a en cours de route pendant qu'on fabrique l'émission, en disant tiens, en fait, c'était ce morceau-là, peut-être qu'il faudrait le mettre là, et ce témoignage-là qu'on a reçu, ah mais attends, j'ai une pote qui m'a raconté tel truc, je vais lui demander si elle peut pas m'envoyer une note vocale pour une pote qui est prof, qui va nous expliquer comment elle bosse avec ses élèves. Enfin, voilà, on les fabrique pas du tout de la même façon. Donc du coup, ça fait des objets sonores, on va dire, pour prendre un terme qui vient vraiment de la radio pure et dure, assez différents en termes même de sonorité, de rythme, de construction que ce qu'on peut faire d'habitude. Ça les rend, ça rend les choses très intéressantes pour nous parce que, à mon avis, ce sera riche d'enseignements pour la suite de se dire qu'on arrive à intégrer, à faire participer notre communauté, vraiment, des auditeurs, des gens, pas des gens qu'on connaît, des gens qui nous écoutent, on arrive à les intégrer dans le programme sans faire non plus de la radio libre ou faire juste du témoignage pour du témoignage, et ils apportent vraiment quelque chose au programme, ils font évoluer nos angles et ils font bouger nos émissions. Et ça, pour nous, c'est hyper intéressant parce que ça fait partie des choses qu'on a toujours essayé de développer. C'est pour ça qu'on a fait beaucoup de choses aussi auprès du public, des choses en public. Voilà, on a toujours voulu aller à la rencontre des gens qui nous écoutent, ce qui nous intéresse, ce qu'ils ont à nous dire et ce qu'ils ont à nous apporter. Et là, on le ressent vraiment concrètement et on l'avait jamais expérimenté à ce degré-là. On l'avait expérimenté par petites touches, mais à ce degré-là, à mon sens, on l'avait jamais poussé aussi loin. Et je pense que, alors, ce serait bien comment
bien ambitieux pour moi de dire de quoi l'avenir sera fait, mais je pense qu'on essaiera de garder, en partie en tout cas, un peu de cette dynamique qui s'est mise en place, parce qu'en plus on se rend compte que ça a une utilité. C'est-à-dire que nous, ça fait partie des choses qui nous ont toujours tenu à cœur, c'est d'avoir l'impression que ce qu'on fait, c'est utile, qu'on ne fait pas juste du bruit avec nos bouches ou du commentaire pour du commentaire, mais que les analyses, les angles qu'on peut porter, les manières de présenter les choses qu'on peut mettre en valeur dans nos émissions, elles ont une utilité et elles servent les gens. Les gens nous disent merci, ça m'a fait réfléchir, merci, ça m'a donné des arguments pour dîner de famille avec mon oncle qui est relou. Enfin voilà, c'est des petites conneries, mais pour nous c'est hyper important. Et là on en mesure l'effet concret et il y a un effet de ping-pong qui est vachement bien et que j'espère qu'on arrivera à maintenir une fois tout ça fini. Martin, on entend ce qui se passe chez Binge Audio, mais de nombreuses initiatives apparaissent chaque jour dans les médias qui tentent de s'adapter à la crise. Quel regard peut-on avoir sur ce qui se passe ? Tout d'abord, comme Thomas Rozek le dit, il faut rester humble. Ce qu'on dit aujourd'hui, ce sera peut-être démenti demain, mais il y a tout de même certaines choses qui méritent des réflexions. Toute l'actualité, déjà, ne s'est pas arrêtée. La guerre en Syrie continue, même si le coronavirus est aussi, lui, implanté dans cette zone-là. Il y a toujours des réfugiés en Grèce dans des conditions terribles. Il y a eu un tremblement de terre en Croatie. C'est juste qu'il y a moins de temps d'antenne. On peut regarder le journal d'Arte, même si Arte, qui a été touché, la rédaction d'Arte, par le coronavirus et qui a dû réduire son journal d'information, Arte propose, par exemple, dans son journal de 19h45, un volet qui nous parle de tout ce qui reste dans l'actualité autrement que le coronavirus. Jean-Marc Four de Radio France a fait également ce choix. Et puis, Programme B propose tous les vendredis des émissions qui ne sont pas liées au coronavirus. D'un point de vue économique, là aussi, il va y avoir des répercussions. Ça va être très, très lourd. D'abord, les pigistes, ces gens qui travaillent à la pige, vont payer un lourd tribut. Il y a des entreprises de presse qui vont faire faillite. Il y aura moins de ventes, moins de publicité, voire plus de publicité du tout. Et il y aura des faillites. Alors, même dans les titres qui ont été lancés il n'y a pas longtemps, qui sont super innovants, qui sont très intéressants, ça reste quelque chose d'hors norme qui n'avait pas pu être anticipé. Donc c'est là où on voit aussi l'importance du secteur public, puisque il ne faut pas oublier que la plupart des entreprises de presse, ce sont bien des entreprises de presse, donc des gens qui doivent essayer de trouver un équilibre, si ce n'est de gagner de l'argent avec leur entreprise, mais il y a un risque que les médias qui résistent à ce krach économique ce soit des médias qui sont déjà absorbés, adossés à des grands groupes financiers, des grands groupes de télécom, et ce sont parfois ces médias-là qui sont souvent critiqués et parfois justement dans la manière dont ils nous informent en étant adossés à des groupes et à des grands patrons qui sont multimillionnaires. Quelles sont les conséquences éditoriales auxquelles on peut s'attendre ? Enfin, avec la durée du confinement, des événements, on va assister à quelques aberrations éditoriales, peut-être des innovations qui ne seront pas retenues, des ballons d'essai infructueux. À chaque fois qu'on fait des expériences, il y a des choses qu'on ne retient pas. Les sujets sur le coronavirus vont se tarir à un moment donné, à part si on arrive à faire des vraies enquêtes très approfondies, mais ça prend du temps et en temps normal, on n'a pas le temps. Donc, à voir si là aussi, il y a un repositionnement des médias. Souvent, les médias reprennent leurs vieilles habitudes, c'est-à-dire on regarde ce que font les autres et puis on va se copier, une espèce de suivisme qui était, avant la crise, déjà souvent largement évoqué. Et puis, il y aura des angles tellement farfelus qu'on va peut-être pas les retenir. Je pense à des papiers que j'ai vu passer comme « Comment aurions-nous vécu le confinement dans les années 80 ?» ou « Quelle actualité aurions-nous dû traiter s'il n'y avait pas le coronavirus ?» Oui, mais s'il n'y avait pas le coronavirus, on n'y aurait même pas pensé à ces papiers. Donc, il faut faire attention. C'est pareil pour la multiplication des programmes qui sont là pour occuper les gens qui ne sont plus au travail. Les recettes de cuisine d'un tel, le meilleur disque de trucs, les cours de yoga de bidule. Oui, ça va un temps. C'est des programmes qu'on n'aurait sûrement jamais proposés avant ou alors on les aurait proposés d'une autre manière. Donc, on va peut-être pas les regarder. Enfin, dernier exemple que je garde, là, c'est le tournoi de FIFA ou le tournoi de bataille navale en ligne initié par un groupe de presse. Je préfère taire leur nom. Là, on voit qu'on est vraiment très, très près du divertissement. On n'est plus vraiment du tout dans l'information et on peut se poser la question si ce tournoi de bataille navale sera une innovation éditoriale retenue par les chercheurs lorsqu'on regardera avec recul et par l'éducation aux médias et à l'information la manière dont les médias se sont emparés de cette crise.
Peut-on quand même imaginer qu'à l'issue de tout cela sortira quelque chose de positif ? Essayons d'être plus près du lecteur, des auditeurs, du téléspectateur, c'est-à-dire qu'on les fait entrer dans les émissions, c'est eux qui vont poser des questions, on est en prise directe avec eux, pourquoi pas ils vont modeler la ligne éditoriale, participer comme à Mediapart depuis fort longtemps à la conférence de rédaction, là où on choisit les sujets. Il y aura aussi une amélioration dans la manière dont on va traiter les sujets de santé, de médecine et par ailleurs l'écologie. C'est pareil, il faut des journalistes, il faut les engager, il faut les payer, il faut qu'ils soient spécialistes de ce sujet-là parce qu'on a beaucoup de spécialistes de politique par exemple, parce qu'en France on adore ça, mais peut-être pas assez de spécialistes et d'experts en médecine ou en santé, ils ne sont pas assez variés, donc là aussi ça va peut-être améliorer les choses. Peut-être qu'on peut enfin penser aussi aux personnes éloignées de l'information, nos personnes âgées. Il y a des réflexions en PQR. Comment les personnes âgées vont recevoir le journal si la poste arrête ses tournées ? Bah oui, mais pour des groupes qui voulaient souvent arrêter le papier, ou en tout cas le ralentir au détriment d'un investissement fort dans le numérique, soit on va basculer après cette crise dans tout numérique, une grosse offre numérique et les gens auront appris à travailler l'information, à regarder l'information avec le numérique, soit on essaiera de revenir au papier parce que c'est vraiment ça qui fait le lien, notamment avec ces plus âgés qui sont, pendant cette période du coronavirus, des publics sensibles. Il y aura aussi peut-être plus de programmes éducatifs pour les enfants, pour les ados et peut-être aussi pour les adultes. On fera plus de pédagogie. On a vu qu'il y avait un intérêt d'envoyer ses enfants à l'école. Il y avait des spécialistes, c'était les enseignants, les instituteurs, les institutrices. Et puis là, ça s'arrête. France 4 a repositionné son offre et sa grille pour proposer des programmes éducatifs. Peut-être qu'on va continuer avec des programmes éducatifs. Et c'est pas un gros mot de dire pédagogie et éducation. Même pour les adultes, pour leur parler, rappelez-vous du Dessous des cartes, une super émission d'Arte initiée par Jean-Christophe Victor. Eh bien, là, on avait quelque chose où on apprenait grâce aux cartes. Eh bien, pourquoi pas refaire ce type de programme un peu plus, le soutenir, le financer. Bref, il y a besoin de plus d'éducation aux médias, Rémi, car la période que l'on vit actuellement, eh bien, c'est compliqué à analyser. Le public, il a besoin de comprendre, il a besoin de briser le miroir pour savoir ce qui se passe dans ces médias. Les médias publics, comment ils fonctionnent, avec ses impôts, pour savoir ce qu'il finance. Et puis les médias privés, s'il a envie de les acheter, de les regarder. Il aimerait bien, le public, les citoyens aimeraient bien savoir comment on fait l'info, passer en coulisses avec nous. Donc il faut encore plus avoir de l'éducation aux médias à l'information. Cette crise du coronavirus, elle est arrivée aussi en pleine semaine de la presse à l'école, une semaine de la presse à l'école qui s'est transformée en semaine des médias et de la presse à la maison. Donc il y a eu une accélération des programmes qui ont été, c'est un peu dommage, mais fait au dernier moment, mais au moins ils ont le mérite d'être là. Mais il y avait là aussi une mauvaise préparation plutôt générale de cette semaine de la presse, parce qu'à chaque fois, c'est souvent, très souvent, des écoles qui viennent dans les journaux, des écoles qui viennent dans les médias pour aller à la rencontre des journalistes. Et là, on a été bloqué. Ils ne pouvaient pas venir, comment on fait ? Donc il y a plein de vidéos qui ont été montées très rapidement. Ça fait du matériel pour la suite, en espérant qu'on continue aussi, comme le dit Acrimed, le site Action Critique des médias, de continuer de critiquer les médias, de continuer à travailler pour nous aider à comprendre l'information. Et puis, il y a un dernier point, Rémi, il ne faut pas oublier que quand le confinement sera levé, on voudra peut-être tous retrouver du contact humain, du contact, qu'il y ait de la vraie vie, et on aura 6 semaines ou peut-être plus de confinement dans les pattes, et on aura peut-être marre d'écouter du podcast, de regarder des vidéos sur YouTube, de faire des apéros virtuels sur les réseaux sociaux, et là on aura envie de se retrouver IRL, in real life. Vous venez d'écouter le premier épisode du Biscuit, que vous pourrez désormais retrouver chaque semaine sur toutes les plateformes de podcast. Merci Martin. Merci Rémi. Salut. Ce programme a été réalisé pour Le Chantier. Merci également à Jean-Marie Charon et Thomas Rozek pour leur éclairage, recueilli par Benoît Bouscarel. Mixage, Francisque Brémond. Habillage, Théophane Berthuis. Vous pouvez également retrouver du Biscuit sur le site lechantier.radio et sur Instagram. N'hésitez pas à liker, partager et à nous attribuer plein d'étoiles sur Apple Podcast. On vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Biscuit. Avant de vous quitter, je vous souhaite bonne chance à chacune et à chacun d'entre vous. Au revoir.